Bonjour tout le monde. On s'excuse pour ce petit retard. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et donc, comme l'accoutumée, donc on va essayer de voir aujourd'hui les aspects pratiques de l'audit, de la digitalisation de l'audit. Et comme vous le savez, donc l'apport de la digitalisation pour notre métier, ce n'est plus à démontrer et cela pour toutes nos activités, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit la tenue ou la supervision, pour le conseil juridique, le conseil fiscal et bien sûr pour l'audit. Et les apports donc, de la digitalisation pour l'audit sont très importants et ils ont beaucoup d'apports et de valeur ajoutée pour notre métier, pour le déroulement de notre mission donc de commissariat aux comptes et d'audit financier en général. Et bien sûr, le premier apport, c'est qu'on minimise, sinon on éradique l'utilisation du papier. Et ça, c'est un point très important. Donc, avec tout le risque d'erreur et le risque de gestion de papier qu'on connaît tous. Autre avantage de la digitalisation des missions d'audit, c'est la facilité de la démarche d'audit dans des environnements digitalisés, c'est-à-dire on a maintenant de plus en plus nos clients qui ont des systèmes d'information très développés et par conséquent donc la démarche d'audit aussi doit s'adapter donc à cette digitalisation de nos clients. Autre apport, c'est le gain de temps, notamment dans la production des rapports, et bien sûr l'efficacité dans le travail. Donc l'efficacité dans le travail, cela va nous amener donc à élever la qualité de travail de l'auditeur, mais également ça va nous permettre aussi de gagner en productivité. Et bien sûr, le point le plus important et ce qui nous intéresse tous, que ce soit en tant que professionnel expert comptable et en tant qu'instance, c'est l'amélioration de la qualité de travail des auditeurs. Donc, pour approfondir cette question de digitalisation d'audit, donc on a l'honneur et le privilège d'inviter deux confrères qui sont bien versés au niveau de cette question-là. Donc, c'est Edna Loukili qui va essayer de nous parler des apports du dossier électronique, donc l'utilisation du dossier électronique et l'apport pour l'auditeur. Et nous avons également notre confrère et ami Serdouane Taifi qui va nous présenter concrètement un logiciel, le fonctionnement d'un logiciel d'audit qui a été développé par ses soins et qui a été fait en collaboration avec l'Ordre des experts comptables. Bien sûr, on aura l'occasion de parler après de l'opportunité de collaborer avec Serdouane Taifi pour la mise à disposition de ce logiciel à l'ensemble des confrères. Donc, pour modérer cette présentation, cette conférence, donc, notre ami Karim Benouna, qui répond toujours présent, et je le remercie en tant que président de la commission formation, qui va prendre la relève et assurer donc le bon déroulement de cette conférence et cette présentation. Bien sûr, on est accompagné par notre consoeur Mariam Ramili qui va collecter toutes vos questions, vos remarques et qu'elle va essayer de les communiquer aux intervenants. Merci à tous et bonne conférence. C'est Karim Benouna, à toi la parole. Merci beaucoup, Sidi Ahmed, pour cette introduction. Tu ne me laisses pas grand-chose à rajouter. Elle est assez complète. Je vous dirai encore une fois que cette conférence porte sur le thème du dossier électronique d'audit, quel apport pour l'auditeur. Nous sommes très conscients aujourd'hui au niveau de notre profession de l'impact de la digitalisation et aujourd'hui, on a eu un incubateur
avec cette Covid qui nous a vraiment élargi le champ et nous a obligés vraiment à prendre les choses vraiment au sérieux. Il est vrai que la digitalisation, si Ahmed, toi tu présides cette commission-là, donc ce conseil et cette équipe a vraiment créé donné une importance vraiment considérable à cette commission et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous devons vraiment affronter cette digitalisation et essayer de démontrer à travers des témoignages de nos deux confrères de leur importance pour notre profession. Et peut-être que nous aborderons aussi les problématiques de big data, etc., qui sont aussi des sujets qui peuvent être importants, et aussi tous les apports de la digitalisation, que ce soit pour la prévention des risques, par les lois de Benford et tous les tests pour appréhender les erreurs et fraudes grâce à cette digitalisation. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur aussi de recevoir un confrère, Serdouane Taifi, et pour nous, c'est un grand honneur de savoir que la profession porte parmi les siens des personnes qui ont cette particularité, cette affinité avec l'informatique. Et c'est Ednan Loukili, notre ami et confrère et vice-président de notre conseil national. On va essayer de garder à peu près 1 heure et demie de timing pour pas que ça soit trop lourd pour vous. Je sais que le sujet est vaste. Je ne pense pas qu'on pourra tout régler d'un seul coup. Donc, on essaie je vais donner la parole à Taifi pour commencer peut-être, ou ensuite à Loukili pour plutôt l'inverse, c'est Karim. Plutôt l'inverse. Très bien. Donc, je reprends. On va donner la parole à Ethan pour 20-30 minutes de présentation. Ensuite, c'est Taifi qui nous fera aussi le plaisir de commenter sur 20-30 minutes. Et ensuite, on passera sur une séance de questions-réponses qui sera animée par notre consoeur et membre de la Commission nationale de formation, Mariam Mermili. Voilà, je vous souhaite une très bonne formation à tous, un très bon webinaire et sans plus tarder, la parole est à toi, Ednan. Merci Karim. Je me joins à Karim. Ahmed, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. C'est un plaisir d'animer ce séminaire aux côtés de mon confrère Serdouane, qui a eu le mérite de développer un outil pour la profession. On n'a pas beaucoup de consoeurs ou confrères qui ont pris cette initiative. Donc, je tiens à le remercier au nom des consoeurs et confrères, au nom de notre institution, d'avoir fait un premier pas. Et j'espère que ça ne va être qu'un premier pas sur un long chemin, parce que n'importe quel outil, il évolue, il mûrit avec le temps, et avec la contribution de tous et tous, il va arriver demain, je ne sais pas, à une commercialisation en dehors du Maroc, Inch'Allah. Donc, sans trop tarder, je partage avec vous d'abord ma présentation que j'ai préparée pour ce séminaire. En fait, l'idée, c'est de partager avec vous l'intérêt de mettre en place un logiciel d'audit dans le cabinet. Je ne sais pas, est-ce que vous avez la bonne image d'abord? Est-ce que c'est parfait? Ok, merci. D'abord, avant d'aller plus loin en introduction, je tiens à rappeler notre contexte actuel. Donc, le contexte actuel, c'est quoi? C'est utiliser entre dossier papier et dossier électronique. Je trouve que le dossier papier devient de plus en plus difficile à tenir. Parce que tout simplement, nos clients commencent à nous envoyer beaucoup d'informations, de données scannées, des pièces justificatives sous format numérisé, des fichiers volumineux. Et donc, pouvoir avoir un dossier papier qui répond aux normes, ça devient compliqué. Donc, ce que je vois autour de moi, c'est des dossiers papier complétés avec énormément de fichiers ou des dossiers, je dirais, Excel avec beaucoup de fichiers. Maintenant, une organisation comme ça suppose un gros effort à fournir pour nettoyer les bons fichiers, les mauvais fichiers, les fichiers évoluent avec le temps. C'est Ednan, désolé, c'est Ednan de t'interrompre. Est-ce que tu peux soit te rapprocher un petit peu parce que nos confrères, ils ont un petit problème de son. Ok, donc tu peux utiliser ton casque. Désolé de t'interrompre. C'est bon, je vais essayer de… Voilà, merci. Vous m'entendez mieux?
Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Oui, pour moi aussi, c'est bien. C'est bien, très bien, très bien. Merci, merci, c'est Adnan. C'est parfait. Donc, voilà un peu ce que je voulais, en tout cas en introduction, c'est dire que le dossier électronique, il est ce qu'il est. Il apporte des avantages par rapport à l'organisation de nos clients. Il apporte certains d'autres avantages. Et puis aussi, comme j'ai dit auparavant, le dossier papier, maintenant, c'est difficile à tenir parce qu'on commence à avoir beaucoup de documents déjà numérisés et on commence à avoir des fichiers volumineux et ce n'est pas évident à une équipe de tout centraliser sur un seul support. Et c'est d'où l'intérêt d'avoir un dossier électronique qui permet de coordonner tout ça. Vous m'entendez bien, juste pour confirmer? Tout à fait. Pour moi, c'est OK. Et attendez, on a peut-être des messages. Bon, est-ce que tu peux approcher le micro, peut-être, si ça ne te dérange pas, si Ednan, peut-être parce qu'il y a des confrères qui effectivement le… Je vais juste… Est-ce que maintenant, c'est mieux comme ça? Pour moi, c'est bon, mais certains confrères trouvent que c'est… Non, mais bon, écoute. Pour moi aussi, le son est bon. Ouais, bon, oui. Bon, écoute, continue, hein, si tu permets, on continue. Hein. Vas-y, c'est Ednan, excuse-nous de t'avoir interrompu, on se met Nabzef. Donc, deuxième sujet qui est important, c'est l'exigence des normes professionnelles. Et là, c'est quelque chose qui nous ont maintenant avec on a beaucoup de contraintes à remplir pour faire face aux normes qui évoluent avec le temps, qui sont de plus en plus contraignantes et qui continuer à travailler sur un dossier papier, c'est plus très consommateur de temps avec une efficacité très forte. Et en dernier, c'est les équipes, les attentes des équipes. Les équipes, elles cherchent à travailler sur les derniers outils. Et ils cherchent à travailler selon un mode de travail collaboratif. Et donc, je pense qu'avoir un logiciel d'audit permet de fidéliser les équipes. Ça permet de se projeter et de voir qu'ils travaillent selon les derniers standards qui sont en place. Maintenant, l'intérêt. L'intérêt, on peut penser que l'intérêt, c'est utiliser un logiciel d'audit, c'est renvoyer une image moderne du cabinet ou faciliter la gestion des flux de défauts. Donc, si c'est ça l'objectif, même pas la peine de l'installer. Parce qu'on ne cherche pas à travers un outil, cet outil, on va avoir vraiment un vrai dossier. Un dossier d'audit qui permet à l'associé à la fin d'émettre une opinion justifiée, documentée, répondue. Donc, ça, c'est vrai que c'est utile, mais ce n'est pas la finalité. Il y a malheureusement certains cabinets qui ont installé des logiciels d'audit, qui ont mis beaucoup d'énergie et d'efforts pour installer des scanners, alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas une numérisation des données, mais c'est un dossier de travail. Donc, ce qu'on attend d'un dossier d'audit électronique, c'est une démarche d'audit cohérente et conforme. Et un dossier d'audit, comment il peut nous aider dans ce sens? C'est qu'il comprend toutes les étapes clés de la mission. Il clarifie les exigences des normes d'audit, en termes, par exemple, de dossier de matérialité, en termes de mode d'approche, l'analyse des risques, la quantité d'exploitation, la lettre d'affirmation, donner des modèles, des questionnaires, faire le lien entre les travaux, les conclusions du contrôle interne avec les dépôts. Un dossier d'audit électronique aussi, c'est une amélioration de la documentation et du travail en équipe. Donc là, c'est clairement pouvoir suivre la traçabilité de la réalisation des travaux, en termes de qui a fait la création du travail, qui a fait la modification. On peut même constater la revue, ça a été revu par qui? Par le manager, par l'associé, par le senior. Les liens entre les étapes, c'est-à-dire parfois c'est toujours utile quand on fait une section qu'on sache quel est le seuil de matérialité. Ça permet aussi de suivre l'avancement de la mission, aussi, c'est-à-dire voilà comment
la mission dans son ensemble avec un rapide coup d'œil, comment elle avance, sur quelles étapes elle parle, intégrer des notes de revue. Donc, ça permet de faciliter ce travail d'équipe. Aussi, l'optimisation des processus d'audit, c'est un élément important. Donc, parfois, on a des programmes de travail qui sont proposés dans des sections classiques. Bien sûr qu'on adapte en fonction des risques spécifiques. Il y a aussi à mettre en place des règles de gestion pour fiabiliser les travaux. Donc, on peut dire que tant que le mémo d'audit n'est pas validé par l'associé, on ne peut pas démarrer les travaux de contrôle interne sur les comptes internes et sur les comptes. On peut faire des règles de gestion adaptées à chaque cabinet, à chaque organisation, pour répondre un peu, s'assurer qu'au lieu de venir in fine, après la fin des travaux, aller chez le client, reprendre ses travaux avec toute la gêne que ça peut causer. Donc, et puis aussi un dossier d'audit électronique, ce qui est sympathique aussi, c'est que sur un simple clic, on peut identifier toutes les notes de revue non encore accumulées, on peut voir tous les points relevés par l'équipe, et ça, c'est utile. Et puis, dernière chose, l'intérêt, c'est la sécurité de l'information. Vous savez que l'expert, le commissaire au compte, l'éditeur, il est tenu par la confidentialité des données. Donc, on met des choses dans des dossiers papier ou sur des fichiers, on ne sait pas chez qui c'est déposé, ou peut-être c'est dans une salle d'archives, toute l'équipe, tout le monde, tous ceux qui travaillent dans le cabinet peuvent y avoir accès, alors que le dossier d'audit électronique ne permet qu'à l'équipe qui travaille sur le dossier de le voir. Et c'est vraiment très utile. Donc, pour un peu sécuriser ça. En tout cas, ce n'est pas le seul élément de sécurité, mais ça apporte un élément important. Maintenant, je vais peut-être revenir, personnellement, je vais juste partager avec vous une expérience. J'ai vécu le passage d'un dossier papier à un dossier électronique. Le dossier papier, et ça, on a vu on voit qu'on ne peut plus faire marche arrière. Demander aux équipes maintenant de travailler sur un dossier papier, c'est très compliqué parce que c'est très consommateur de temps. Dans le dossier électronique, on passe du temps sur des choses utiles. Dans le dossier papier, on passe parfois notre temps à revoir l'édition pour bien compléter le dossier de travail, ce qui n'est pas le cas pour le dossier de travail. Donc là, je voudrais juste revenir rapidement sur les phases clés d'un dossier électronique. Donc, il y a une première phase qui est importante, c'est l'acceptation et poursuite de la mission. C'est toujours utile de revenir pour faire d'abord la prise de connaissance globale de l'entreprise, une analyse préliminaire de l'existence de risque, parce que tout ça, c'est prévu par les normes. Les normes d'audit nous obligent à voir ces étapes et à les documenter. En termes d'interdiction et d'incompatibilité, il n'y a pas de sujet. En termes d'indépendance aussi, le questionnaire d'indépendance doit être formalisé et signé aussi bien par l'expert comptable, par le commissaire au compte et tous les membres de l'équipe. Si c'est un nouveau mandat, il faudrait formaliser le contact avec le commissaire au compte précédent ou avec le co-commissaire au compte. Et puis, bien sûr, il faut toujours à la fin formaliser la décision d'acceptation ou de poursuite de l'émission et bien sûr préparer la lettre d'émission pour répondre. Donc là, en général, c'est prévu dans les dossiers d'audit électronique et on met c'est comme un rappel et on répond rapidement ou on complète par la documentation nécessaire. La deuxième étape clé, c'est qui est l'identification et l'évaluation du risque d'anomalie significative dans le cadre de la prise de connaissance de l'outil. Donc, si c'est un nouveau mandat, les normes exigent de revoir le dossier de commissaire précédent pour partir avec une base de connaissances, je dirais, minimale. On ne va pas partir de zéro, partir sur des dossiers compliqués, risqués. Ensuite, l'identification et l'évaluation du risque d'anomalie significative au niveau des contrôles d'investissement. Donc là, on parle de prise de connaissance de l'entité de son environnement, de faire quelle c'est l'activité, est-ce qu'elle dispose de réglementation spécifique, quelle est la stratégie de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre et les renseigner et puis qui vont rester, c'est des données permanentes. La prise de connaissance des éléments de contrôle interne pertinents pour l'audit, par exemple l'environnement de contrôle, est-ce qu'ils disposent d'un comité d'audit, est-ce qu'ils disposent d'une direction d'audit interne,
quel est le système d'information, comment l'activité est pilotée, que c'est les reporting de gestion. Et, puis, voilà. Et comme je tiens à rappeler, tout ça, c'est exigé par les normes. On ne parle pas de, c'est pas je dirais, c'est des best practices. C'est une exigence. Et le dossier d'audit nous permet de répondre à ça facilement parce qu'il y a des canevas, parce qu'il y a des questionnaires. Donc, la procédure analytique préliminaire aussi. Et puis, à la fin, pour identifier quels sont les cycles significatifs, les comptes significatifs et les risques inhérents élevés. Chaque secteur il a ses risques inhérents. Et en fonction de ça, ça nous permet de, une fois tout ça établi, on passe à l'étape suivante qui est l'identification et l'évaluation du risque d'anomalie significative. Maintenant, au niveau des insertions, pour avoir une synthèse générale sur l'évaluation des risques. Vous voyez que cette évaluation des risques, elle est toujours traitée de façon importante dans les dossiers électroniques. La troisième partie importante, c'est la conception du plan d'audit. Une fois qu'on a identifié, évalué le risque, donc maintenant, comment on va dérouler la mission en termes d'organisation, quel profil de l'équipe, est-ce que j'ai besoin d'un auditeur IT, est-ce que j'ai besoin d'un actuaire, si je suis auditeur d'une assurance, j'aurai sûrement besoin d'un actuaire. Si je n'ai pas un actuaire en interne, je pourrais recourir à un expert, actuaire externe. Donc ça, c'est des questions qui sont nécessaires de se poser juste après avoir une idée sur les risques dont je vais recouvrir. Ensuite, je détermine mon seuil de certification, c'est normal. J'élabore mon plan de mission qui reprend un peu les risques, l'équipe, et le calendrier d'intervention, ainsi de suite. Et puis, les programmes de travail pour je dirais, les risques identiques. Donc là, on passe ensuite, on a une quatrième. Je passe vite parce que après, Serdouane va nous faire une démo live sur l'outil. Mais l'idée, c'est juste de revenir un peu sur la théorie des sujets un peu traités de façon théorique. Donc après, c'est les diligences d'audit. C'est un peu les travaux d'audit classiques. Donc, il y a deux catégories de travaux, les contrôles généraux, qui touchent un peu à tout, c'est-à-dire la revue des systèmes informatisés, le respect des textes légaux réglementaires, lorsque c'est applicable. Par exemple, dans le secteur des assurances, des banques, il y a toujours des ratios qu'il faut respecter, certaines limites particulières. L'intégration des premières balances, la génération des fonds maîtresses, le contrôle du bilan d'ouverture lorsqu'on est nouvellement nommé, la revue analytique du compte des résultats, la relation de transaction avec les particuliers, la quantité d'exploitation. Tout ça, c'est des sujets qui sont transverses, qui sont traités de façon séparée. Et puis, on a les contrôles par cycle, le cycle client, achat, personnel. Et dans le dossier électronique, on trouve toujours trois parties. Une partie information de synthèse qui rappelle les règles et principes comptables, qui rappelle la feuille maîtresse, la revue analytique et un mémo de synthèse. Donc, ça donne une vue d'ensemble. Après, il y a une étape qui est sur la formalisation des tests de procédures. Bien sûr, dedans, on va trouver une description des procédures, une notification des contrôles et le résultat du test de ces contrôles, avec bien sûr des conclusions. Et enfin, la formalisation des contrôles de substance. Et ce qui est utile aussi dans les dossiers électroniques, c'est quel est le lien. Quand je fais mon test de contrôle interne et qu'il est satisfaisant sur les ventes, par exemple, qu'est-ce que je dois faire au niveau des comptes? C'est ça les questions. Et c'est pour ça que je dis le dossier électronique d'audit, ce n'est pas une étagère où on met des travaux, mais c'est vraiment un outil de conception d'une démarche. Si on le prend pour une étagère, vraiment, c'est un investissement qui mal optimisé. Et enfin, une dernière phase, donc c'est la synthèse de la mission, formation de l'opinion. Bien sûr, il y a toujours une note de synthèse qui reprend les différentes conclusions. Il y a les travaux sur la vérification d'informations spécifiques, la revue des événements de culture, la synthèse des ajustements, la lettre d'information, la communication avec les organes de gestion, tout ce qui est point de contrôle interne, par la loi, notamment l'article 168 de la loi sur la PESPA, qui exige de formaliser cette réponse.
questionnaire de fin de mission qui est utile, et comme une checklist. Est-ce qu'on a fait tout ça? Est-ce qu'on a résolu tous les travaux? Est-ce qu'on a fait toute la documentation? Est-ce qu'on a appelé toutes les interviews? Est-ce qu'on a récupéré tous les documents? Les rapports sur le compte, et puis l'archivage du dossier. Il faut savoir que dans ce petit rappel, les normes ISA, les normes d'audit applicables au Maroc, exigent que l'archivage du dossier, c'est qu'on ne doit plus pouvoir modifier le dossier. À partir de cette date, en général, c'est 60 jours après la date de signature du rapport. C'est juste pour regarder ça. Et les dossiers électroniques, c'est ça l'utilité, il permet d'archiver, de bloquer l'accès à partir de cette. Maintenant, en parlant de tout ça. Nan, excuse-moi de t'interrompre, vraiment désolé, mais il va falloir trouver une solution avec ton micro. J'ai essayé de ne pas trop t'interrompre, mais est-ce que tu peux l'enlever et parler sans ce micro parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Les confrères sont suspendus vraiment à tes lèvres, mais malheureusement, il y a par moments, je reconnais quelques moments où on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux essayer sans micro juste pour faire un test? Sinon, on avance parce que tes slides sont quand même assez explicites. Hein. C'est bon maintenant? Moi, je trouve que c'est encore mieux là. Ok, donc chaque fois on va alterner. Au début j'étais sans casque, maintenant je suis sans casque et c'est bon. Parfait, donc en ayant parlé et en ayant présenté un peu l'intérêt et les différentes étapes sur lesquelles un dossier électronique peut être utile, il faudrait reconnaître qu'il y ait des contraintes, pas des contraintes, peut-être le mot il est, mais il faudrait l'adapter pour réussir son déploiement. Donc, première chose, c'est chaque cabinet est différent. On trouve un cabinet avec un associé, un cabinet avec plusieurs associés, on trouve un cabinet avec un seul manager d'audit, on trouve d'autres cabinets avec plusieurs managers d'audit. Donc, il faudrait que l'outil, que les choix des accès, que le choix des droits d'accès, des intervenants et des rôles et des responsabilités soient définis en fonction de chaque cabinet. Je pense que c'est une information importante au départ. Il n'y a pas une organisation, je dirais, une bonne organisation. Une organisation qui s'adapte à. L'outil doit s'adapter à une organisation particulière. Vous m'entendez mieux? C'est bon? Parfait. Oui, c'est correct. Parfait. Donc, là aussi, l'outil, parfois, on le standardise en fonction des sociétés classiques. Et il suffit parfois qu'on ait, je ne sais pas, comme un OPCVM, comme une banque, une assurance. Comment peut-on l'adapter? C'est-à-dire, on définit un cadre standard, comment sortir ce cadre? Quand on n'a pas ce cadre standard, comment l'adapter? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. L'applicabilité au petit dossier. Parfois, on a un dossier où il y a juste le capital, la trésorerie, 2 ou 3 opérations. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir l'outil? C'est des questions qu'il faut se poser parce qu'on cherche aussi à optimiser le process, pas à l'alourdir. L'infrastructure informatique, c'est des sujets maintenant, quand on dit outils, dossiers électroniques, dossiers d'audit électronique, on dit beaucoup c'est-à-dire comment on va gérer les accès, sur quel serveur, quelle est la capacité de stockage, quel est je dirais, le plan de continuité en cas jamais, si jamais il n'y a plus de connexion, si jamais il y a un problème informatique, en termes de sécurité des données, gérer les accès, crypter les données. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais pour lesquelles il y a des réponses sur le marché. La gestion du changement, c'est-à-dire tout le monde est… Et là, je pense que c'est parmi c'est plus compliqué que l'informatique, parce que c'est les hommes et ce n'est pas évident. Autant les gens, ils voudraient utiliser un dossier électronique, autant à la première difficulté, ils risquent de baisser les bras. Donc, il faut être toujours derrière, il faut sensibiliser, il faudrait convaincre que ça va améliorer leur quotidien. Et je peux vous assurer que si jamais, une fois qu'ils vont l'utiliser, ils ne vont plus faire marche arrière parce qu'ils vont sentir la différence sur leur quotidien. Bon, il faudrait aussi avoir en tête que aller vers un dossier d'audit électronique,
nécessite un investissement initial. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va tourner toute seule. Il faudrait juste être clairvoyant et sensible à cette question. Maintenant, pour conclure, quels sont les facteurs clés de succès pour un déploiement d'un dossier électronique? En tout cas, selon mon point de vue. D'abord, c'est la gestion du projet. Il faudrait avoir une équipe projet au sein du cabinet. Ce n'est pas un projet qui va tourner tout seul, ce n'est pas un projet où on va dire à tout le monde, vous êtes responsable. Il faudrait une équipe projet qui va passer du temps pour moi. On va lui demander de prendre sur son temps pour travailler sur ça. Et aussi, avoir une stratégie de déploiement progressif. Ce n'est pas nécessaire à la première année d'utiliser le dossier pour tous les d'utiliser toutes les missions, d'utiliser l'outil pour toutes les missions d'audit. Il faudrait juste choisir quelques dossiers clés et puis avoir une stratégie de déploiement sur 2 ans ou 3 si jamais, mais je pense 2 ans c'est suffisant pour un dossier d'audit électronique. Deuxième chose, c'est la formation des utilisateurs. Et là, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il faudrait d'abord la formation d'utilisation, sur l'utilisation, c'est important. Et puis même après, il faudrait toujours penser à avoir des modules d'auto-formation, des e-learning. Comme ça, après, il a oublié comment utiliser une fonctionnalité, il peut revenir pour aller voir en 3 minutes, 4 minutes une vidéo et comprendre un peu comment il procède. Troisième chose, c'est le support aux utilisateurs. C'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'outil, il faudrait leur apporter un support en termes d'aide à la conversion des dossiers, en termes de gestion des questions. Donc, il faudrait qu'il y ait un réceptacle, c'est-à-dire une boîte qui va récupérer toutes les questions, qui va être traitée par peut-être l'équipe projet, et ne pas laisser les choses évoluer chacun différemment des autres, parce qu'avec le temps, on peut construire des bonnes pratiques. Il y a des gens qui vont proposer même des solutions intéressantes. Ce serait bien de les diffuser avec toutes les. Les communications régulières, c'est important. C'est-à-dire, voilà, on a utilisé, il est à tel stade d'avancement, voilà, on a eu quelques difficultés, on va peut-être décaler, on est dans les délais, voilà le feedback des collaborateurs, voilà le nombre de dossiers utilisés. C'est toujours utile de revenir pour eux pour que ce soit un projet cabinet, pas un projet expert comptable. Vraiment, il faut que l'équipe porte le projet pour que ça réussisse. Et bien sûr, le support informatique, là, il y en aura pas mal. Donc, soyez prêts. C'est normal, n'importe quel système d'information, quand on l'installe, il y a toujours des petits bugs, c'est normal, mais il faudrait que de la célérité, de la rapidité dans la réponse. Enfin, la mesure de l'efficacité. C'est bien d'utiliser un dossier électronique, mais parfois, je dirais, les anciennes pratiques restent. Les anciennes pratiques en termes de… il y en a, et ça c'est du vécu, hein, il y en a qui travaillent de la même manière, et puis tu dis, voilà, à la fin, je vais le mettre sur le dossier électronique. On a tout raté, parce qu'on n'a pas utilisé cet outil comme dans la démarche d'audit. On l'a utilisé comme étagère. C'est juste comme un placard où bien on stocke les différents documents. En plus, le faire après mission, c'est, je dirais, c'est compliqué, c'est difficile et ça n'a aucune valeur ajoutée. Et même c'est dangereux parce qu'on peut mettre des documents, parce qu'on en a masse à ce moment-là, on peut mettre n'importe quel document qui n'a rien à voir avec la mission ou mettre le mauvais document. Et demain, si j'ai un problème sur ce dossier, un contrôle qualité, on va dire, à quoi sert ce document? Ou tu as une information qui n'est pas justifiée, ou une documentation qui n'est pas cohérente avec les données comptables. Donc là, c'est important. Donc, la mesure de l'efficacité, c'est 2 choses. C'est voir comment on a optimisé les temps passés sur les missions. Est-ce qu'ils évoluent? Peut-être qu'il y aura une première année d'investissement. C'est normal qu'on passe plus de temps, mais après, il faudrait qu'il y ait un gain. Sinon, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie. Peut-être que les gens appliquent mal certaines choses. Peut-être que les équipes n'arrivent pas à bien suivre les choses. Et puis, une revue de dossier en interne. Quelle est la qualité de nos dossiers? Il ne faut pas juste dire, voilà, cette qualité-là. Prévoir des revues croisées. Chaque senior revoit les dossiers d'un autre senior ou d'un manager revoit les dossiers d'un autre manager. Mais c'est utile de faire ce travail
d'analyse pour mesurer l'efficacité et prendre les actions et décider comment faire pour y emmener. Donc voilà de façon synthétique sur un peu une présentation de l'intérêt de mettre en place un dossier électronique. Et sans trop tarder, je passe la parole à Si Karim ou à Si Rouane, à vous de gérer la suite. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siednan, pour ta présentation. Bon, il est vrai que nous n'avons pas tout entendu, mais tes slides ont largement complété et ont clairement explicité tes propos. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Setaifi pour poursuivre la présentation. Et ensuite, nous sommes toujours en attente des questions des confrères. Je pense qu'à un moment, ça va venir. Il y aura un flot de questions qui sera très important. Et de toute façon, tes commentaires soulèvent beaucoup de questionnements, notamment pour tous ceux qui sont encore, qui travaillent encore avec des à la mano, comme on dit, entre guillemets, et donc qui travaillent toujours avec un dossier papier. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui vont venir, notamment pour la revue de dossier. Comment est-ce qu'on peut matérialiser une revue de dossier? Parce que c'est très facile de signer en bas d'une feuille de travail. Comment ça va se passer lorsqu'il va y avoir une digitalisation? L'archivage, tu l'as très bien dit, comment va se passer l'archivage? Parce que l'archivage électronique, c'est différent de l'archivage papier, sachant que l'archivage papier, moi je connais des cabinets qui ont 40 ans d'expérience et ils achètent des actifs immobiliers, alors que le coût de l'archivage est un coût exorbitant pour ces cabinets-là, parce qu'il y a des dossiers qui remontent à plusieurs années, notamment lorsqu'il y a des actifs dans l'immobilier notamment. Donc, ce qui fait que je suppose que les questions vont fuser. Serdouane Taifi, c'est un plaisir, encore une fois, de vous recevoir et on est vraiment fiers que notre profession porte des profils comme vous. Et donc, je redonne la parole pour poursuivre sur ce thème. Merci, Si Karim. Bonjour, chers confrères. C'est un honneur que de pouvoir, pour moi, donc, échanger avec vous sur cet outil, effectivement, qui effectivement peut être utile. On a vu ce qu'a présenté Siednan, que je remercie vivement, qui en bon professionnel, en quelque sorte, adressé, on va dire, une sorte de cahier de charge pour une application de ce type. Bien entendu, ce cahier de charge étant un cahier de charge assez lourd quand même, parce que pouvoir le couvrir à 100%, c'est une tâche qui n'est pas facile. Comme il l'a dit au tout début, effectivement, c'est un travail qui est à son début. C'est tout un processus qui peut être lent. Ce n'est pas évident de développer une application de ce genre. C'est quand même une application métier. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Et bon, toujours est-il que là où on en est, ça peut être déjà intéressant, mais il faut bien entendu le travailler encore et encore. Et là, nous comptons effectivement. C'est un outil qui nous appartiendrait peut-être à tous. En tout cas, pour moi, c'est un outil qui nous appartient à tous. Et donc, il faut qu'on l'adopte ensemble, si vous le souhaitez, et qu'on puisse le travailler ensemble de manière à le porter vers un niveau qui soit plus, on va dire, plus adapté. Alors, je remercie également, bien entendu, l'Ordre des experts comptables, notre cher ordre, particulièrement les commissions digitalisation et formation, qui ont tenu à ce qu'on fasse ce webinaire pour pouvoir donc donner un maximum d'informations sur cet outil avant d'aller vers éventuellement une autre étape après. Donc, je vais donc partager avec vous ma présentation qui va, si vous voulez, être scindée en deux petites parties. Une première partie où, sous forme de slide, je vous dis un peu ce que c'est que le concept Logec, quels sont les apports de cet outil. Et après, donc, ça sera c'est un aperçu de l'application. On ne peut pas faire carrément une démonstration parce que ça va demander un peu de temps, mais je vais essayer de vous présenter les principales fonctionnalités de l'outil. Donc, je vais partager l'écran.
Vous arrivez à voir le… Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très bien. Très bien. Très bien. C'est visible. Donc, l'outil, on l'a intitulé effectivement Logec. Bon, c'est un logiciel pour l'ordre des experts comptables, donc vous pouvez le voir sur le logo. Alors, au début, d'abord, je vais dresser une petite fiche technique de l'application. Donc, en fait, en termes de concept, étant donné que les auditeurs maintenant, de par ma modeste expérience, ils utilisent beaucoup l'outil Excel. Donc, nous avons pensé dans un premier temps à faire une personnalisation d'Excel, c'est-à-dire de développer une application qui puisse tourner dans l'environnement Excel. Comme ça, l'auditeur va réaliser sa mission dans un environnement de travail qui lui est familier. Alors, le logiciel, il est né d'un besoin d'automatisation des traitements, parce qu'effectivement, en ayant réalisé des missions d'audit, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de tâches qui sont, on va dire, redondantes, qu'on peut automatiser, mais qui sont, si on ne le fait pas, elles sont lourdes et ça consomme du temps. Et vous le savez, le temps, c'est précieux pour un auditeur. Donc, le premier besoin, d'où est né cet outil, c'est un besoin d'automatisation des traitements, mais c'est aussi un besoin d'intégration des différentes étapes du processus, parce que sur une étape, sur la démarche, il y a des étapes qui sont, on va dire, sous forme séquentielle, et ces étapes, elles obéissent à un enchaînement qui est logique, d'où l'idée d'intégrer les différentes étapes du processus. Bien entendu, derrière, l'outil, il se base sur, il essaie d'être conforme à la norme, et donc il va permettre la réalisation des missions, normalement, conformément aux diligences qui sont requises. Et bien entendu, c'est aussi par rapport à un besoin de dématérialisation. Bon, j'imagine encore mal, disons, le fait de tenir encore des dossiers papier, ça nécessite de l'espace, ça nécessite toute une gestion. Donc, une dématérialisation est toujours la bienvenue dans la mesure où elle va permettre effectivement d'optimiser cet aspect de la gestion du cabinet. Alors, les apports de l'outil, donc c'est d'abord un outil d'aide pour l'auditeur, donc il va l'aider à réaliser sa mission, donc il ne va pas se suppléer à l'auditeur, mais il va l'aider pour réaliser la mission. Donc, c'est un outil également de cadrage de la mission de l'auditeur, dans la mesure où l'auditeur, il va se retrouver dans une application qui va lui permettre de support pour la réalisation de l'ensemble des travaux qui lui incombent dans le cadre de la réalisation de la mission. C'est également un outil formateur pour les collaborateurs, donc un nouveau collaborateur, un auditeur junior ou un stagiaire même, ce n'est pas évident pour lui de se positionner dans une mission. Alors, s'il utilise le logiciel, donc ça va lui permettre de gagner beaucoup de temps en termes d'apprentissage et en termes de formation, on va dire. Et comme l'a exigé Nan, la partie traçabilité de la mission est une partie qui est très importante, notamment pour le contrôle qualité ou un autre type de contrôle. Et donc, l'outil, il permet d'offrir effectivement une traçabilité pour le contrôle qualité, que ce soit le contrôle qualité en interne dans le cabinet ou le contrôle qualité qui peut être, si vous voulez, mis en place par l'instance ordinaire. Alors, en tant qu'outil d'aide pour l'auditeur, il permet l'automatisation de certains traitements. Donc, je vous liste rapidement qu'est-ce qu'il permet d'automatiser. Alors, notamment, il y a l'évaluation du budget de temps et honoraire en conformité avec la norme. Ça permet de générer automatiquement une lettre de mission. Ça permet également d'automatiser le processus de gestion et d'évaluation des risques. Les circularisations. Nous savons tous que pour faire les scopes, pour éditer les lettres de circularisation, ça consomme du temps. Donc, avec cet outil, on peut rapidement donc, faire disons, gérer le processus de circularisation depuis la sélection de l'échantillon à circulariser jusqu'à l'édition des lettres de confirmation de solde ou de circularisation de manière générale des tiers. Alors, récupération automatique des comptes, balance général, grand livre général tiers, balance tiers, etc., grand livre tiers. Ça génère automatiquement des états de synthèse synthétique, un bilan avec des ratios de structure, de situation,
un CPC ou un ESG avec des rations de gestion. Ça permet de générer rapidement et de contrôler les faits maîtresses parce qu'il ne suffit pas de les générer. Il faut contrôler les faits maîtresses de manière à s'assurer que tous les chiffres, toutes les valeurs ont été prises en compte pour ne pas les omettre au niveau de l'opération d'audit. Ça permet également de gérer les programmes de travail en fonction, bien entendu, des risques qu'on a pu identifier, que ce soit dans le cadre du contrôle, de l'évaluation du contrôle interne ou dans le cadre des contrôles de substances. Ça permet de gérer effectivement aussi les référenciations, sachant que dans les référenciations, ils peuvent être gérés de différentes manières. Généralement, les cabinets, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des référenciations par rapport aux valeurs qui sont affichées sur les faits maîtresses, mais nous avons opté beaucoup plus d'une référenciation sur la base des travaux réalisés dans le cadre des contrôles qu'on va effectuer, soit dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne ou du contrôle des comptes. Ça aide aussi pour la conception de grilles de tests dans le cadre des tests de contrôle interne ou de contrôle des comptes. Et ça permet aussi de générer une note de synthèse de la mission. Alors, il est possible déjà, c'était un suspens lors de la dernière présentation qu'on a faite au niveau de l'Assemblée. Maintenant, c'est disponible, mais ce n'est pas totalement complet. Mais on peut générer une note de synthèse, on peut voir tout à l'heure un aperçu. Alors, il reste quelques suspens, notamment en termes de génération du plan de mission, de la lettre de recommandation de contrôle interne et d'autres documents éventuellement. Alors, il offre également, l'outil offre à l'auditeur des outils de travail, donc la gestion des papiers de travail en termes d'ajout, en termes de référenciation, référenciation automatique, en termes de bouclage des références. On peut aussi joindre des fichiers, soit des images, des fichiers texte, des fichiers de tout format, par un système on va dire, de lien hypertexte, puisqu'on est dans l'environnement Excel. Ça permet également de joindre des fichiers. Ça permet aussi nous avons offert des outils pour les consultations de données comptables. Donc, on peut consulter les balances, on peut consulter les grands livres, quelques écritures particulières sur la base des pièces, etc. Et ça permet aussi de gérer les mémos pour la prise en charge. Alors, c'est la prise en charge des faits marquants, des commentaires sur les comptes dans le cadre de la revue analytique, les ajustements, reclassements, force, faiblesse du contrôle interne, etc. Donc, l'idée derrière ce module gestion des mémos, c'est de pouvoir donc garder trace de tous les outputs de l'auditeur qui vont servir notamment à l'alimentation des différents outputs, notamment la note de synthèse. Ça prend en charge les questionnaires usuels. Nous avons déjà intégré les questionnaires d'acceptation et de maintien de la mission, un guide de prise de connaissance, un questionnaire d'inventaire physique, un questionnaire de vérification spécifique, le questionnaire des événements post-clôture, le questionnaire de fin de mission. Il y a d'autres questionnaires qui sont en cours de préparation. On va également intégrer, si vous voulez, un rapport, ou si vous voulez, un compte rendu de l'opération d'inventaire physique, de l'assistance à l'inventaire physique. Ça facilite aussi la supervision de la mission et la revue des travaux à travers le suivi de l'avancement des travaux. L'accès direct au papier de travail depuis le programme de travail sur le contrôle interne et sur le contrôle des comptes. Donc, sur la base, si vous voulez, en affichant un contrôle, on peut cliquer quelque part sur un bouton pour passer directement et voir le papier de travail qui a été réalisé par l'auditeur. Alors, le deuxième apport, c'est que c'est un outil de cadrage de la mission. Effectivement, c'est Adnan, il a tout à l'heure dressé, si vous voulez, rappelé les principales étapes clés de la démarche de l'audit. Et il a bien expliqué qu'un logiciel d'audit ou un outil de ce genre, il doit permettre de couvrir la démarche. Alors justement, nous avons intégré la démarche depuis l'identification des risques inhérents, en passant par l'évaluation de contrôle interne. Donc, on va filtrer les risques d'anomalies significatives et on va dérouler, disons, le contrôle des comptes de manière à pouvoir valoriser ou évaluer l'impact, si vous voulez, lié au risque d'anomalies significatives. Donc, pour l'identification des risques inhérents, nous avons intégré donc, le questionnaire sur l'acceptation. Et vous le savez bien, même au niveau de l'acceptation de la mission,
il y a des interrogations à se poser sur les risques inhérents. C'est à travers également le guide de prise de connaissance, l'examen des états de synthèse, la détermination des seuils de signification et la revue analytique des comptes et assertions significatives. Donc, toute cette étape, c'est pour identifier les risques inhérents. Après, les risques inhérents, ils sont, c'est-à-dire à travers un examen du contrôle interne, c'est-à-dire par une approche, c'est-à-dire en termes de détermination des contrôles clés qui sont prévus dans les procédures ou à travers les entretiens qu'on peut mener avec les différents, si vous voulez, managers ou les différents salariés de l'entité. Donc, l'idée est de pouvoir dégager les contrôles clés qui sont prévus face aux risques inhérents, donc, et de les tester. Donc, cette étape-là, c'est un peu les tests qu'on va mener, qu'on va réaliser sur les risques inhérents, de manière à conclure est-ce que ce risque inhérent est porteur d'un risque d'anomalie significative ou pas. Donc, une fois on évalue et on conclut sur l'ensemble des risques par rapport, en termes de réponse que fournit le contrôle interne par rapport à ces risques inhérents, on va filtrer tout ce qui est risque d'anomalie significative qui sont élevés ou moyens et bien entendu concevoir les contrôles sur les comptes et par la suite réaliser les contrôles des comptes et évaluer l'impact de ces anomalies significatives en termes d'ajustement, de reclassement et éventuellement de réserve qu'on peut mettre sur les comptes. Et bien entendu, il y a la synthèse. Donc ce schéma, il résume un peu la démarche qui est, si vous voulez, adoptée, qui a été adoptée pour la conception de cet outil. Alors, troisième apport, c'est que c'est un outil formateur pour les collaborateurs dans la mesure où il va leur permettre de développer leur esprit d'analyse parce que l'une des étapes importantes de la mission, c'est justement cette réflexion qu'on doit mener sur les risques. Et là, c'est la véritable valeur ajoutée au niveau de, si vous voulez, en amont de la mission d'audit. Et donc, vous l'imaginez, effectivement, en se positionnant sur cette partie du logiciel, on ne peut que développer son esprit d'analyse. Ça permet aussi aux différents utilisateurs de se positionner rapidement et facilement dans la démarche parce qu'on sait où on est à chaque fois par rapport, si vous voulez, à l'avancement au niveau de la mission. Et puis, ça permet aussi un apprentissage plus rapide du métier parce qu'il y a un outil qui permet de cadrer et qui est utilisé quotidiennement par l'auditeur. Et donc, c'est mieux que, donc, en termes d'apprentissage que de le faire de façon classique dans le cadre de dossiers papier qui sont parfois volumineux ou, si vous voulez, à travers les années qui sont éparpillés sur des archives, etc. Alors, le quatrième apport, c'est que ça offre une traçabilité pour le contrôle qualité, donc une traçabilité au niveau de la démarche, réflexion sur les risques, conception des contrôles, traçabilité sur l'étendue et la réalisation des travaux de contrôle et en termes de respect des diligences. Alors, effectivement, donc pour les rapports, il est question maintenant pour les entités, donc, on va dire, d'intérêt public, disons de présenter un peu les CAM. Et justement, un outil de ce type, il va vous garder la trace des principales clés qui ont été, des principales questions clés qui ont été posées dans la mission au niveau de l'évaluation des risques et des réponses qui ont été apportées. Alors maintenant, je vais enchaîner juste directement sur un aperçu de l'application. Donc, comme vous le voyez, on est bien dans l'environnement usuel Excel, mais nous avons cette application Logic. C'est un module complémentaire qui vient en complément de ce tableur. Et comme vous le voyez dans le menu, nous avons 3 grands pavés. Il y a le menu dossier, il y a le menu démarche et il y a le menu outils. D'accord? Donc, vous avez un bloc dossier, un bloc démarche et un bloc outils. Alors, le bloc dossier, c'est pour créer un nouveau dossier. Excusez-moi, c'est Taïfé, on n'aperçoit pas du tout ce que vous nous dites. On est encore sur l'aperçu pratique. Je ne sais pas si vous devez nous faire ce que vous dites. Mais pour l'instant, on a juste on visualise que le slide ou la slide où est écrit aperçu pratique. Si c'est possible d'avoir une visualisation, si cela ne vous dérange pas, de ces modules-là pour rendre cette conférence assez
pratique, vu que vous souhaitez que ça soit pratique. J'espère que, que ma question ne vous embête pas. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas si maintenant vous avez accès à l'écran de la démo. Alors là, on voit oui, alors je ne sais pas pour l'instant, c'est juste le logo avec le slogan. Non, c'est bon, c'est bon. On est plein dedans, c'est bon. Très bien. Ouais, donc, je le disais, donc vous avez dans le menu usuel Excel, vous avez cet onglet-là qui s'appelle Logec, d'accord? Et c'est là où vous avez donc tout disons, l'outil qui va vous permettre de piloter la mission. Et cet outil, il comprend 3 blocs, le bloc dossier, le bloc démarche et le bloc outils. D'accord? Donc, sur le bloc dossier, c'est là où on va créer un nouveau dossier. D'accord? C'est là où on va ouvrir un dossier. Et c'est aussi là qu'on va pouvoir paramétrer le dossier. Donc, c'est là où on met, disons, les coordonnées du cabinet, les collaborateurs qui vont travailler sur la mission. Les données du dossier, on les reprend ici. Nous avons donc, pour le travail collaboratif, parce que c'est Excel, c'est difficile à partager, mais nous avons pensé à un système de partage pour le travail collaboratif. Donc, remarquez, on peut exporter un dossier, c'est-à-dire que si je suis chef de mission, par exemple, et que j'ai deux auditeurs, un auditeur confirmé ou 2 auditeurs confirmés qui travaillent avec moi, chaque auditeur, je peux lui exporter le dossier sur lequel il va travailler. C'est un dossier où on va juste sélectionner les travaux qu'il va réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il va réaliser dans le cadre de l'acceptation et du maintien de la mission? Qu'est-ce qu'il va réaliser dans le cadre de l'évaluation des risques, dans l'évaluation du contrôle interne, etc. Donc, on lui dit ce qu'il va réaliser et chaque collaborateur, il va avoir sa partie du travail qui est personnalisée. D'accord? Et donc, en même temps, ce menu, il permet justement de récupérer les dossiers. C'est-à-dire, l'idée est que on peut partager un dossier avec plusieurs collaborateurs. Chaque collaborateur, il va recevoir les travaux qu'il doit réaliser lui. Il ne peut pas recevoir les travaux des autres. Et lorsque tout le monde aura réalisé son travail et que le travail a été revu, on peut fusionner tous les travaux qui ont été réalisés dans le dossier parent. Là où nous avons la gestion des modèles, donc nous avons intégré un modèle de lettre de mission, un modèle de programme de travail, etc., des modèles de lettres de circularisation. Donc là, c'est un menu qui permet, si vous voulez, de personnaliser les modèles en fonction des cabinets. Alors, cette partie-là de génération d'un nouvel exercice, on est en train de la développer, sachant qu'on peut toujours travailler sur un nouvel exercice en dupliquant un dossier. Alors, dans le volet démarche, comme vous le voyez, donc, ça couvre les parties acceptation et maintien de la mission, évaluation des risques, évaluation de contrôle interne, circularisation, inventaire physique, contrôle des comptes et bouclage. Alors, dans le menu acceptation et maintien de la mission, nous avons la possibilité de saisir une fiche signalétique. On saisit les éléments de la fiche signalétique et on la valide. On valide les éléments qui ont été saisis et on peut faire même un export PDF de ce document si on veut l'imprimer ou le classer quelque part. Nous avons également intégré le questionnaire d'acceptation de la mission, d'accord, qu'on saisit, qu'on valide, un questionnaire sur le maintien, s'il s'agit de renouvellement, un module pour l'évaluation du budget, mais là, ce n'est pas un truc qui est intégré parce que on va évaluer le budget normalement avant l'émission de la lettre de mission. Donc, on n'a pas encore les comptes sur lesquels on va travailler, mais on récupère en général, on récupère un bilan, un CPC, une balance, etc., pour pouvoir prendre les éléments de base qui vont servir à l'évaluation du budget. Et on peut garder la trace de cette évaluation dans le dossier. Et on peut générer la lettre de mission. Ça se génère directement sur un fichier Word. Voilà, et on peut l'ouvrir pour regarder. La lettre de mission, elle est classée quelque part dans le dossier. Alors, au niveau du menu évaluation des risques, nous avons intégré un guide de prise de connaissance.
Voilà. Donc, secteur d'activité de l'entité, donc la partie appartenance à un groupe, organisation, politique en matière. Donc, les différents compartiments normaux qu'on trouve dans le guide de prise de connaissance. Il y a aussi un volet consacré au calcul des seuils, de signification, de planification, etc. Donc là, c'est la partie facteurs susceptibles d'influencer le choix du critère. La partie donc, sur laquelle on va mettre les bases pour les critères qui sont retenus et donc les taux qu'on va, selon le jugement professionnel de l'auditeur, qu'on va mettre pour pouvoir dégager le seuil de signification, le seuil de planification, etc. Alors, là, c'est les comptes et assertions significatives. Pour pouvoir récupérer les comptes et assertions significatifs, il faut d'abord faire l'import des données. Donc, on importe la balance de l'année considérée, la balance de l'année antérieure. On importe le grand livre, les états tiers, donc balance client-fournisseur, grand livre client-fournisseur. À partir de là, on peut récupérer disons, la liste de tous les comptes et ça vous donne le solde. Ça peut vous donner même un aperçu sur le contenu du compte. Et vous allez pouvoir qualifier ces comptes en fonction de la situation par rapport au seuil de signification, en fonction de la volumétrie, disons, du nombre d'écritures, donc de la volumétrie des transactions, du niveau de complexité, est-ce qu'il y a recours à des estimations, est-ce qu'il y a des risques spécifiques éventuels, et conclusion en termes de caractère significatif ou pas de ce compte, avec des commentaires et une réflexion sur les assertions qui sont concernées, qui peuvent être, voilà, vous le savez, l'exhaustivité, réalité, etc. Donc, cet outil il est important parce qu'il va nous permettre de, si vous voulez, d'avoir une idée sur les comptes significatifs, sachant que ce framework-là que vous avez, donc c'est un framework qui fonctionne comme un, voilà, donc on a la possibilité de faire des filtres, etc. Par exemple, je peux filtrer sur tout ce qui est significatif et ne garder que ce qui est significatif. D'accord? On peut aussi imprimer, etc. Ensuite, vous avez la partie gestion des risques inhérents. Donc, c'est là où on va saisir les risques. On peut ajouter un risque, on peut l'éditer, on peut le supprimer, on peut l'imprimer. On peut imprimer l'ensemble des risques inhérents qu'on a identifiés. Pour ajouter un risque, c'est simple. Vous avez un petit objet où on saisit le risque, on le qualifie en termes de section concernée, en termes de poste concerné, par exemple, en termes d'assertion qui est concernée, de niveau de risque, faible, élevé, moyen, etc. Et on rappelle que le risque a été saisi par tel collaborateur ou tel collaborateur, etc. Donc ça, c'est les risques inhérents. On les saisit dans ce module-là. Il y a deux façons de le faire, soit à partir de là, on ajoute un risque, ou carrément, à travers les outils, nous avons la possibilité directement de saisir un risque ici. C'est-à-dire que là où on est dans la mission, on peut à tout moment saisir un risque. Ce n'est pas toujours nécessaire de le faire dans cette partie-là. Alors, une fois on a saisi les risques inhérents, c'est là où on va disons, faire le travail de réflexion sur la couverture de ces risques par le contrôle interne. Donc, lorsqu'on va ajouter si vous voulez, c'est-à-dire des tests à réaliser par rapport à un risque quelconque. Donc là, on choisit le risque, d'accord? Et lorsqu'on choisit le risque, on va voir quels sont les contrôles, les contrôles qui sont prévus au niveau des procédures, etc. De manière à couvrir ces risques, on saisit ces contrôles ici et face au contrôle qui est prévu au niveau si vous voulez, des procédures, il va falloir faire le test. C'est là où on va saisir le test à réaliser sur le contrôle dans le cadre de l'évaluation du contrôle interne. Donc, comme vous le savez, les risques inhérents, ils sont couverts par des contrôles normalement au niveau des procédures qui sont mises en place par les entités. Et pour nous, il s'agit de nous poser la question, est-ce que les contrôles qui sont prévus par l'organisation pour, si vous voulez, couvrir les risques inhérents, est-ce que c'est des contrôles qui sont vraiment présents ou qui sont absents, et dans le cas où ils sont présents, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont efficients, est-ce qu'ils sont déficients, etc.
et c'est en fonction, si vous voulez, de la conclusion qu'on va mettre sur cet aspect-là, sur ce travail-là, qu'on va qualifier est-ce que le risque inhérent est un risque porteur d'anomalies significatives ou pas. Donc, à ce niveau-là, je rappelle, on va saisir par rapport à chaque risque le ou les contrôles qui sont prévus dans la procédure et les tests à réaliser. Donc, une fois on a saisi tous les tests qui sont prévus dans la procédure, l'évaluation se fait ici. D'accord? Donc là, on récupère les tests qui ont été, si vous voulez, enregistrés par rapport aux risques inhérents qui ont été détectés. Et c'est là où on va affecter le collaborateur qui va réaliser, disons, le test. Et il s'agit pour lui d'ajouter un papier de travail, d'évaluer, disons, le contrôle, pardon. Est-ce que c'est un contrôle qui est efficient? Est-ce que c'est un contrôle qui est déficient? Est-ce que c'est un contrôle qui est absent? Et pouvoir conclure finalement sur le risque inhérent. Est-ce que c'est un risque qui est porteur éventuellement d'une anomalie significative? Alors, c'est après avoir réalisé le travail sur les tests des procédures et conclu sur les différents contrôles qu'on va pouvoir filtrer les risques d'anomalie significative. D'accord? Donc, on récupère et on peut ici choisir disons, les risques qu'on a qualifiés porteurs réellement d'anomalies significatives. Donc, on filtre et c'est les risques qu'on va suivre au niveau du contrôle des comptes. Donc, ce volet-là, comme vous l'avez vu, il permet justement de couvrir cette partie évaluation des risques, donc identification des risques inhérents, identification des contrôles prévus pour couvrir les risques inhérents, réalisation des tests de contrôle interne pour conclure sur l'efficacité des contrôles et filtrage des anomalies significatives. Alors, le volet suivant, donc, c'est les circularisations. Alors, pour les circularisations, il suffit, par exemple, là, on a permis la circularisation, on a pris en charge la circularisation des clients, des fournisseurs, des banques, des assurances, avocats. Alors, pour les clients, par exemple, on saisit un pourcentage de scope qu'on veut, donc un scope qu'on veut, et à partir de là, vous avez automatiquement la liste des clients à circulariser en obéissant bien sûr à une règle qui prend en considération les soldes et les mouvements. Ceci est valable pour les clients comme pour les fournisseurs. Une fois on a sorti tous les clients à circulariser, il faut saisir bien entendu les coordonnées. Et vous le voyez ici, c'est une feuille dépouillement qui va être préparée et qui va recevoir par la suite en fonction des réponses qui vont être obtenues. Donc, les réponses, on va les exploiter pour voir est-ce qu'il y a des écarts et quels sont éventuellement les ajustements ou les compléments de travaux à réaliser sur les soldes des différents partenaires, clients et fournisseurs, etc. Et comme vous le voyez, on peut générer les lettres. Donc, par exemple, pour ces clients, on peut générer les lettres. Donc, là, on attend un moment. Donc, toutes les lettres vont être générées et on peut même les visualiser. Donc, on attend quelques secondes. Voilà. Par exemple, si je veux visualiser la lettre se rapportant à ce tiers, donc c'est ST, Société 3BCH SARL, je visualise la lettre. Voilà, Société 3BCH SARL. C'est valable pour l'ensemble des tiers, si vous voulez, qu'on est amené à circulariser. Vous avez également un questionnaire sur l'inventaire physique qu'on a intégré, d'accord, par rapport aux procédures, etc. Donc, c'est le questionnaire classique qu'on est amené à dérouler dans le cadre de la partie assistance à l'inventaire physique de la mission d'audit. Bien entendu, par la suite, on va intégrer un compte rendu qui va sortir parce que les points qu'on va sortir, on va les saisir au niveau des mémos. Et ces mémos, ils vont servir à alimenter le compte rendu sur la partie inventaire physique. Alors, le volet contrôle des comptes, il nous permet d'importer les balances, NN-1, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand livre général, les comptes tiers, de générer les feuilles maîtresses, de les contrôler, d'accord? Et ça nous permet d'avoir, disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bilan actif, passif, synthétique avec des ratios de structure et un compte de résultats
Alors, sous deux, si vous voulez, les deux lectures possibles, compte de produits et charges et état des soldes de gestion. Voilà, donc CPC, ESG, avec quelques ratios d'activité. Nous avons également la possibilité de visualiser l'effet maîtresse. Par exemple, pour les clients, nous avons l'effet maîtresse, ainsi de suite. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, etc. Et là, on gère également le programme de travail sur les comptes. Donc, on peut ajouter un contrôle. Si vous voulez un contrôle, on peut éditer, on peut supprimer. Donc, je ne vais pas parler pour le moment du programme de travail standard parce que c'est une question qu'on doit discuter ensemble. Et puis, il y a l'ajout, la possibilité d'ajouter le papier de travail sur lequel on va travailler, d'ouvrir, par exemple, pour ce papier de travail. Si je veux ouvrir, je vais ouvrir directement et j'accède directement au papier de travail. Voir un peu le travail qui a été réalisé, est-ce que la conclusion est bonne, etc. Sachant que cet outil, remarquez ici, vous avez donc c'est quoi le contrôle, ça couvre quel risque, ça touche quelle section, quel poste, quelle assertion, le niveau de risque qui a été évalué au début, la procédure qui a été mise en œuvre, qui est le collaborateur qui a réalisé le travail et quel est l'état d'avancement. Et là, on peut filtrer avec les références des papiers de travail. Et là, on peut filtrer sur l'état d'avancement, par exemple, voir qu'est-ce qui a été terminé, d'accord, et qu'est-ce qui est en cours, etc., en attente. En cours, etc. Alors, c'est important, ce qui est important à retenir ici, c'est que même pour la revue, ça permet de faciliter la revue parce que c'est une revue orientée contrôle. Par rapport à ce contrôle, par exemple, quel est le travail qui a été réalisé? Il suffit de cliquer sur « Ouvrir le papier de travail », sachant qu'un papier de travail, on peut créer d'autres papiers de travail, c'est-à-dire vous avez, si vous voulez, une feuille maîtresse et une sous-feuille maîtresse. Vous pouvez créer autant de sous-feuilles maîtresses que vous voulez en utilisant les outils, ajouter une feuille, boucler une référence, etc. Alors, on peut sortir une note de synthèse. Elle n'est pas encore finalisée à 100%, mais je vous donne un aperçu de ce que ça peut donner. Donc, on attend un moment. Ça prend quelques secondes. Donc, ça a été traité avec succès. Note de synthèse, ouvrir. Voilà, note de synthèse, voilà, société des mots, exercice clos 31-12. Note éditée le 8-7 à 17h17. Voilà, table des matières, etc. Alors, présentation de l'entité, stratégie, activité stratégie de l'entreprise, fait marquant, éléments chiffrés, analyse des postes du compte de résultat, analyse des postes du bilan, déroulement de la mission, etc., etc. Ça récupère tous les éléments qu'on a saisis dans les mémos. Par exemple, les commentaires sur les comptes, ça va permettre d'alimenter la partie revue analytique sur les comptes en commentaire sur la présentation des éléments chiffrés, c'est-à-dire les éléments relevant des comptes de situation et des comptes de gestion. Voilà, vous récupérez le bilan avec les différents commentaires. Voilà. C'est une autre synthèse qui, bon, donc elle a le mérite de pouvoir récupérer rapidement les éléments, mais pour des contraintes techniques, c'est une autre synthèse qu'on va sortir, mais qui va nécessiter moins de travail, en tout cas, par rapport à ce qu'on consomme normalement pour la réalisation, pour la rédaction des notes de synthèse. Voilà, ça c'est le bilan. Avant, c'était le compte de résultat, maintenant c'est le bilan. Voilà. Après, ce qui reste, c'est des mises en forme, et c'est tout. Mais l'essentiel, il est récupéré. Sachant qu'elle n'est pas encore finalisée, on est en train de travailler dessus. Alors, dans les outils, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs outils qui peuvent nous aider. Donc, par exemple, pour les données comptables, on peut afficher les balances. Voilà, rapidement. Balance N. On peut afficher la balance N-1.
on peut afficher le grand livre. Les grands livres, les états tiers, etc. Grand livre client, par exemple. Voilà, donc on a toutes les données à portée de main. On peut les regarder quand on veut sans devoir sortir et aller dans un dossier pour chercher le fichier et le visualiser, etc. On peut consulter, ça c'est juste pour avoir un aperçu, on peut consulter un compte. Par exemple, vous avez la possibilité de consulter directement un compte général ou un compte tiers. Par exemple, sur le client Greensif, aperçu, pardon, je dois faire recherche et il me sort toutes les écritures qui ont été enregistrées sur la période pour le compte considéré, sachant que je peux même faire un zoom sur une écriture particulière, voir toute l'opération, l'enregistrement de l'opération en entier, du moment que j'ai un numéro de pièce. Si je n'ai pas un numéro de pièce, je ne peux pas le faire. Donc, numéro de pièce, je visualise la pièce 23 et ça me donne les écritures qui ont été enregistrées dans la pièce 23. C'est des outils qui sont d'une grande utilité et ça permet de consommer, si vous voulez, de gagner beaucoup de temps au niveau de ces tâches-là. Alors ça, c'est un outil important, l'extraction des comptes. Je vous donne, par exemple, avec cet outil qui est l'extraction des comptes, on peut carrément concevoir des grilles de test, par exemple, que ce soit dans le contrôle interne ou dans le contrôle des comptes. Par exemple, je veux faire un test par rapport à un compte particulier. Grand livre général, c'est peut-être un compte de charge, je ne sais pas, peut-être honoraire ou peut-être, si vous voulez, frais de téléphone, par exemple. Je mets ajouter colonne de test. D'abord, je sors les écritures de ce compte. Je peux ajouter, je peux éliminer des colonnes qui ne me servent à rien. Donc, supprimer cette colonne. Supprimer cette colonne, il n'y a pas de montant. Je peux ajouter des colonnes, par exemple, référence A, description, donc, je ne sais pas, test 1. Alors, type, oui, non, répondre par oui ou non, une case à cocher ou un texte ou un montant, etc. Donc, case à cocher. D'accord? Je valide et vous avez la colonne A qui s'ajoute. D'accord? Et remarquez ici en bas, vous avez donc un rappel du compte, de son solde et bien entendu les tests qui ont été. Pour pouvoir comprendre ce que c'est le A, il faut revenir en bas pour voir, si vous voulez, le descriptif du test. On peut ajouter un test B. Donc B. Test B. Là, c'est plutôt un texte parce que je vais mettre une observation. Par exemple, je valide et j'ai le test B qui s'ajoute. Et après, je peux servir directement ici les réponses. D'accord? Ici, je peux saisir un caractère, si vous voulez, un commentaire. Par exemple. Alors, une fois que je termine, je vais filtrer et ça rentre directement dans ma base. Comme je peux rentrer d'abord dans la base et puis rentrer d'abord dans la base et servir les différents éléments, si vous voulez, les différents items au niveau de la grille de test. Ici, on peut saisir les risques, on peut saisir les mémos, d'accord? Donc, type, je veux saisir un commentaire sur les comptes ou un fait marquant, je fais fait marquant. Je rattache à une section, c'est le chiffre d'affaires ici par exemple, un nouveau contrat ou quelque chose comme ça, un poste vente de produits, c'est saisi par ME et je saisis le commentaire. Et ça vient en plus des différents mémos que j'ai. D'accord, là j'ai tous mes mémos que j'ai saisis et que je peux filtrer par section. Ou par type. Par exemple, pour les ajustements, voilà les ajustements que j'ai pu dégager. Voilà, pour les commentaires sur les comptes, voilà les différents commentaires, etc. Donc, c'est cette base-là qui va permettre, si vous voulez, qui va nous aider
à, si vous voulez, sortir différents outputs, notamment la note de synthèse, etc. Il reste d'autres aspects, d'autres éléments sur lesquels on va travailler, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan de mission, la lettre de contrôle interne, la lettre d'affirmation, le compte rendu d'inventaire physique, etc. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce qui est fait jusqu'à maintenant. Bon, c'est un outil quand même qui a demandé beaucoup de travail. C'est développé, ce n'est pas des macros, ce n'est pas du VBA, c'est carrément un environnement de programmation. Si vous voulez, on a utilisé un véritable langage de programmation. Pour le moment, on a opté pour une personnalisation d'Excel pour ne pas faire une rupture par rapport à ce qu'on faisait avant, parce qu'il faut le faire par étapes. On travaille d'abord, on continue à travailler dans un environnement qui est habituel, et puis par la suite, Inch'Allah, on pourra déconnecter ça par rapport à cet environnement et faire en sorte que cette application soit totalement autonome par rapport aux autres outils qu'on est amené à utiliser. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Serdouane, pour cette brillante intervention et pour ce travail que vous avez fait. Très sincèrement, on se rend compte du temps que vous avez pu consacrer, de l'énergie et la passion de ce métier, parce qu'il faut être passionné pour pouvoir essayer d'articuler toutes ces formules et toute cette programmation pour produire cet outil qui, aujourd'hui, pour notre profession, est une révolution. La plupart de nos confrères travaillent en papier et là, aujourd'hui, vous nous proposez quand même d'apporter une révolution dans notre profession. J'espère très sincèrement, parce que là, on a toute la démarche d'audit, j'espère aussi que le commissaire aux comptes va pouvoir essayer de remplir l'ensemble des éléments, parce que le contrôle interne et tout ce travail-là qui se fait en amont du contrôle des comptes nécessite du temps. Le temps, qui dit temps, dit aussi honoraire. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi pour pouvoir dérouler et d'exploiter au maximum cet outil informatique. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps et il va falloir aussi expliquer ça aussi à nos clients, parce que le contrôle interne, je ne parle pas des grandes entités, des grandes structures, mais notamment des PME, des PME familiales. Il va falloir aussi leur expliquer que nous avons aussi tous ces éléments-là à remplir. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous pouvons leur expliquer. Grâce à cet outil-là, nous pouvons leur montrer qu'aujourd'hui, c'est un facteur je dirais, d'amélioration de l'information financière, de l'approche de notre audit et d'être beaucoup plus proche de nos clients, même en commissariat aux comptes, avec toute l'indépendance que nous avons, mais leur montrer aussi que nous allons formaliser un peu plus pour essayer de perfectionner nos contrôles. Et vraiment, je vous félicite pour ce travail-là. Ce que je propose de faire, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, certaines qui sont apparues sur le site, mais d'autres que nous avons reçues sur nos téléphones. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Amriem Ermili, notre consoeur, Marrakech, qui est à l'honneur aujourd'hui, et qui va nous poser quelques questions à la fois à vous ainsi qu'à Si Ednan, et procéder à un échange par rapport à ça. Amriem, je te cède la parole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait. Oui, c'est bon. Ok, merci. Alors, donc, sans transition, je vais passer directement aux questions. La première qui a été posée par notre confrère Mohamed Mouarif est la suivante. Quels sont les préalables indispensables pour basculer de l'audit standard vers l'audit électronique? Alors, je ne sais pas si on fait question par question ou vous souhaitez peut-être que je fasse… Je pense qu'on peut faire question par question, ça sera plus pratique pour éviter, trop de questions et qu'on évite de ne pas répondre à certaines des questions. Donc, si ça ne vous dérange pas, on fait question par question. La question est adressée à vous deux, donc celui qui est prêt à répondre est le bienvenu. Je prends la parole alors. Je dirais que les préalables sont pareils pour tout le monde. C'est-à-dire, il faudrait avoir une architecture informatique, un système d'information que les cabinets ont déjà. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on va investir de plus. Peut-être un peu dans la capacité de stockage, parce que les dossiers électroniques,
dit centralisation de tous les documents clés sur un seul dossier, ça peut nécessiter je dirais, des serveurs avec une capacité de stockage plus importante. Mais ce qu'on peut observer maintenant, que ça existe à des prix très abordables, on peut avoir même des baies de stockage assez importants à des prix très abordables. Donc, je pense que je dirais la barrière relative à l'infrastructure hard, il n'est pas bloquant. Tout le monde peut maintenant se l'offrir et mettre en place. Maintenant, je ne sais pas si c'est le site pour compléter, mais J'ajouterais, si vous permettez aussi. Allez-y, Serdouane. Oui, le fait qu'il faut faire quand même un travail, surtout auprès des équipes, un travail de sensibilisation et de formation, c'est un préalable, si vous voulez, incontournable, parce que ce n'est pas évident, si vous voulez, de demander à des collaborateurs qui ont pris l'habitude de travailler selon un format sur lequel ils ont évolué sur plusieurs années, de pouvoir passer, si vous voulez, à un dossier électronique d'audit, surtout pour les collaborateurs peut-être qui ne sont pas très portés sur les outils de travail de ce type. Il faut juste leur expliquer que ça va leur faciliter la vie, leur permettre de gagner beaucoup de temps, et même en termes, si vous voulez, d'évolution pour eux, ça peut être très intéressant. Oui, Mrim, vas-y, une autre question si tu veux bien. Mon audio, désolé. Alors, la seconde question est la suivante, c'est quand est-ce que le logiciel sera opérationnel et comment peut-on l'avoir? Est-ce que ça sera à travers l'ordre des experts comptables ou plutôt ce sera des initiatives personnelles? Je me permets de répondre à cette question. Je pense que je laisserai la question à Ahmed Chaibi ou Sikani Benouna qui répondra par la suite ou maintenant si c'est possible. Voilà. D'accord. Oui, Ahmed, si tu peux nous donner quelques éclaircissements éventuellement, est-ce que c'est pas prématuré ou est-ce que tu as déjà des réponses? C'était ma conclusion, mais si vous voulez qu'on en parle tout de suite. Voilà. Donc si vous voulez, on passe à d'autres questions et on va conclure pour dire un petit peu, je rappelle de ce qui a été fait depuis le mandat dernier et avec Serdouane Taïf. Parce que c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui et donc ça a pris un peu de temps. Donc, je pense que tout à l'heure, lorsque vous terminez les autres questions, je vais y revenir. Je vous remercie. Très bien. Donc, je passe à une autre question. L'autre question est la suivante. Comment se passe l'archivage au niveau du logiciel? C'est-à-dire à la fois en fait l'archivage, je pense à la fois l'archivage donc des données et également l'archivage par exemple du rapport. Généralement, comme l'avait rappelé en fait Adnan en tout début, c'est que 60 jours après la date de signature du rapport, on ne peut plus revenir dessus, on ne peut plus modifier les documents. Voilà, peut-être que la question était… Oui. Alors déjà par rapport au classement, nous on essaye un peu d'imaginer, de par déjà la modeste expérience que j'ai pu avoir, comment c'est structuré normalement quand c'est des dossiers physiques, et on a essayé si vous voulez, de ne pas trop s'éloigner de cette vue-là, dans le sens où normalement, dans un cabinet qui fait beaucoup de, disons, qui fait beaucoup de métiers, il y a l'expertise comptable, il y a l'audit, il y a le conseil, etc. Normalement, pour la partie audit, on doit avoir un département audit et dans lequel les dossiers sont classés par client. Et donc, nous, ce qu'on a prévu, c'est pas une architecture où on va mettre un dossier qui va contenir n'importe quoi en dehors de l'audit. C'est un dossier général pour les clients qu'on audite, dont on audite les comptes. Et donc, chaque client, on a les exercices. On a l'exercice 1, l'exercice 2, etc. Et à l'intérieur de chaque exercice,
nous avons donc la partie, si vous voulez, le principal fichier ou les principaux fichiers, sachant que pour faire le travail, il ne faut pas oublier que c'est un processus sur l'année. Il y a déjà, disons, la partie donc, acceptation de la mission et la partie, si vous voulez, prise de connaissance, etc., qu'on fait d'abord en amont. Et puis, il y a l'évaluation du contrôle interne. Donc, on peut faire un fichier, un dossier pour le contrôle interne. Et ce même dossier, on peut le dupliquer lorsqu'on va, si vous voulez, arriver à la partie pré-finale ou finale, etc., pour faire un autre dossier dans la même année et qui va supporter tout le travail qui a été réalisé. Donc, ça va reprendre les travaux qui ont été réalisés. On retrouvera les différents éléments qui ont été servis, même la partie questionnaire sur l'inventaire physique, etc. Et ça continuera en termes de circularisation, en termes de contrôle sur les comptes, etc. Donc, ceci pour la partie classement. Alors, pour l'archivage, sincèrement, là, on n'est pas, comme je l'ai dit au tout début, le cahier de charge, il est assez lourd. Bien entendu, on ne peut pas le couvrir rapidement à 100%. C'est un produit, on va dire, qui n'est pas tout à fait en maturité. Il est en lancement. On doit en être conscient. Et bien entendu, on est preneur pour toutes les recommandations et les suggestions de nos confrères pour pouvoir les intégrer dans le cadre de l'évolution. Parce que c'est un outil qui normalement, hein, on doit l'admettre tous, appelé à évoluer. On ne peut pas être à 100% au niveau du lancement d'un produit. C'est valable pour tous les logiciels qu'on édite au niveau mondial. Hein. Voilà. D'accord. Alors, autre question. Quelles sont les solutions disponibles pour protéger les données archivées? Je pense que vous n'avez pas entendu en fait la question. Je peux la reprendre, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les solutions disponibles pour protéger les données archivées? En tout cas, moi, j'ai activé le... Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Oui. Oui, c'est bon. Donc, en tout cas, il y a des solutions. En tout cas, c'est une réponse IT. Il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, je dirais, à l'échelle du dossier d'audit. Et c'est en liaison avec la question précédente. Je vais poser des questions à Serdouane pour donner une réponse. À la fin de l'archivage, c'est-à-dire quand on veut archiver des dossiers, ce qui se passe, c'est comme on a une checklist. C'est-à-dire le système permet de dire, voilà, il y a des notes de revue non apurées, il y a des travaux dont la revue n'a pas été, par le responsable de mission, n'a pas été formalisée. Il y a des documents obligatoires qui doivent être revus par l'associé, je ne sais pas, comme le plan de mission, qui n'ont pas été aussi intégrés dans le système. Donc, ça permet d'apurer un peu, je dirais, ces anomalies relevées par le système. Après, c'est les droits d'accès. Donc, c'est-à-dire, on décide à partir d'une certaine date, qui est manuelle, hein, ce n'est pas automatique. On dit, voilà, pour ce dossier-là, on ne peut plus y accéder. Parce que ça y est, on considère que c'est terminé. Et puis, voilà, on peut le consulter, mais pas l'accès. Donc, ça m'a ma question à Douane. Est-ce qu'on peut intégrer ces deux mesures? Est-ce qu'elles sont déjà prévues? Après, sur l'archivage, après la sécurité, c'est une sécurité d'accès aux données. Donc, c'est à l'échelle du cabinet. Il faudrait voir avec le prestataire informatique ou avec le responsable informatique qu'est-ce qu'il faut faire, mettre en place comme sécurité, les firewalls, je dirais faire déjà des copies de sauvegarde. Si jamais il y a un incendie, si jamais il faut toujours réfléchir à ça, parce que c'est les seuls dossiers d'audit que nous avons. En général, on essaie d'avoir une copie dans un autre lieu informatique sécurisé. Très bien. Oui, effectivement, je partage. C'est une question qui est liée avec l'architecture SI qui est en place dans la structure, dans le cabinet. Ce n'est pas propre à l'outil. L'outil, bon, il va produire des fichiers. Maintenant, ces fichiers, il faut les classer, il faut les archiver. Et donc, il faut gérer les accès. Donc, je suppose, normalement, les cabinets, ils ont leur serveur et ils ont cette gestion, si vous voulez, des accès. Et bien entendu, un dossier qu'on ne doit plus toucher, c'est un dossier qui va sortir de être accessible. Donc, il faut tout simplement, c'est des fichiers informatiques, il faut les
les ranger quelque part, là où ils sont inaccessibles, c'est-à-dire que c'est seuls les administrateurs qui vont pouvoir peut-être y accéder. Maintenant, est-ce que carrément, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de cryptage, etc. Donc, c'est des questions, c'est des solutions qui peuvent être envisagées, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais pour le moment, on peut compter déjà sur, si vous voulez, la politique de sécurité informatique qui est en place au niveau du cabinet. Très bien. Donc, on passe à la question suivante, qui est est-ce que le travail sur le dossier peut se faire par plusieurs membres de l'équipe simultanément? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un outil qui a été conçu de manière à pouvoir tourner sur Excel. Donc, à la base, pour le moment, c'est un fichier, on va dire Excel, d'accord, mais qui est protégé en termes de, si vous voulez, de gestion. Donc, comme vous le savez, à part Excel qui fonctionne en mode cloud dans le 365, l'Office 365, il n'y a pas de possibilité de partage. C'est pourquoi on a opté pour une autre solution. On s'est dit, voilà comment on va faire pour pouvoir travailler ensemble sur le même dossier. C'est justement cette question de gestion du partage, dans la mesure où moi, par exemple, je suis manager, j'ai déjà fait un premier travail d'analyse sur les risques, etc. Et je vais confier quelques contrôles, par exemple, au niveau de l'évaluation du contrôle interne, je vais confier des contrôles spécifiques à certains collaborateurs. Si, par exemple, j'ai 2 collaborateurs, nous avons, si vous voulez, fait en sorte que je peux, dans l'outil, que je puisse, si vous voulez, faire un partage de mon fichier avec les autres, dans le sens où je vais exporter pour chaque collaborateur la partie du dossier que je veux lui envoyer pour qu'il réalise son travail. Donc, une fois, donc chacun va, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on fait sur le terrain. Parce que sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On va répartir les sections. On va répartir les sections, ou on va répartir, ça c'est le mode classique, on va répartir des travaux qu'on va réaliser par rapport à certains risques entre les différents collaborateurs. Donc, normalement, chaque collaborateur, il a l'outil qui est installé sur son PC, d'accord? Donc, si je travaille sur un dossier X, certains travaux relevant du dossier X vont être confiés au collaborateur A, d'autres travaux au collaborateur B, et ça va se faire par un export de fichiers. Ces collaborateurs, ils vont les récupérer par import sur leur PC, ils vont pouvoir exploiter l'outil pour pouvoir dérouler leurs travaux. Une fois ils finalisent leurs travaux, on peut les revoir et on peut les réimporter dans le dossier parent. C'est ce qu'on appelle la mise à jour ou la fusion. On l'a testé, ça fonctionne. Donc, ça permet parfaitement de pouvoir, ça permet parfaitement le travail en équipe. Si vous permettez, excusez-moi Madame, je vais juste pour mieux comprendre, parce que bon, nous avons, pour ceux qui ont travaillé dans des cabinets internationaux, qui ont l'habitude de ces outils-là, est-ce qu'il est possible d'intégrer cet outil sur le réseau, par exemple le réseau, l'intranet du cabinet, et vous avez plusieurs collaborateurs qui peuvent travailler sur le fichier parent simultanément? Je pense que c'est aussi le sens de la question. Aujourd'hui, oui, avec la dématérialisation de l'audit, il y a aussi une dématérialisation, je dirais, de toute la démarche, ou du moins une partie de la démarche, parce que le contrôle sur pièce, aujourd'hui, on peut le faire quasiment au sein de nos cabinets. Et je pense que cette période de Covid nous a montré qu'on était capable aujourd'hui de constituer un dossier électronique en restant chez nous et pour faire des tests de réalité notamment. Donc, est-ce qu'il est possible de travailler sur un réseau, que le fichier parent soit sur le réseau et que plusieurs collaborateurs peuvent directement travailler sur le fichier parent en même temps sans avoir à faire ces exports, parce que ces exports, je pense qu'ils seraient utiles, enfin, je parle sous votre contrôle, Serdouane, quand on se déplace chez le client et qu'on fasse un export d'XCAT chez le collaborateur qui va faire peut-être du contrôle interne ou je ne sais quoi chez le client. Ensuite, une réimportation, il faudra s'assurer que c'est le bon fichier, qu'il n'y ait pas la possibilité qu'il y ait 2 ou 3 autres fichiers pour qu'on exporte le bon fichier. Parce que là, je pense que si on crée un autre fichier, ça peut écraser l'ancienne version. Il y a toutes ces problématiques-là, je pense, qui relèvent plus de l'informatique que l'audit. Et malheureusement, le commissaire aux comptes peut juste être tributaire d'une mauvaise gestion par ses collaborateurs de cet outil-là. Si vous pouvez juste nous apporter une petite clarification par rapport à ça. Très bien. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est pas une base de données.
Donc, l'outil, il ne gère pas une base de données. Ce qu'il gère, c'est un fichier Excel pour le moment. On va passer vers la gestion d'une base de données par la suite. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un choix délibéré. Je me suis dit, on s'est dit, on ne doit pas, si vous voulez, sortir de l'environnement usuel dans un premier temps. Après, on peut évoluer vers la gestion carrément d'une base de données multi-clients, pluriannuelle, une base unique qui va gérer toute l'activité audit dans un cabinet. Mais pour le moment, c'est un fichier Excel. Et comme je viens de l'expliquer, un fichier Excel, à moins de travailler sur Excel en version cloud Office 365, il ne se prête pas au partage. On ne peut pas travailler en simultané. Donc, la solution pour laquelle on a opté provisoirement pour pouvoir utiliser de façon optimale et en mode collaboratif cet outil, c'est justement cette technique d'export-import. Mais il ne faut pas omettre de vue que l'essentiel de la mission, il se réalise sur le terrain. Parce que c'est les tests de contrôle interne. Parce que le plus gros de la mission, c'est au niveau de la réalisation des contrôles. Et on va dire la réalisation des contrôles, peut-être en termes de mission, c'est les 80% de la mission. D'accord? Et donc, ça se passe dans le terrain. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut partager une base de données sur le terrain. Il faut avoir un serveur sur le terrain, etc. Donc, c'est pourquoi on a opté pour le moment à cette technique d'export-import qui fonctionne très bien et qui permet d'atteindre l'objectif, sachant, comme je viens de l'expliquer, on peut évoluer par la suite vers un mode base de données et ça nous permettra cette mixité de pouvoir travailler en collaboratif aussi bien chez soi, dans son cabinet, que sur le terrain, au niveau des clients. Myriam, d'autres questions? Est-ce que tu as encore d'autres questions? Comme ça, on n'abuse pas, on garde un petit quart d'heure et on donne le mot à Ednan et ensuite à Ahmed pour le mot de la fin. Oui, si alors il y a d'autres questions, mais je vais essayer de résumer donc assez rapidement. Merci beaucoup. Alors, il y a une question pour laquelle d'ailleurs on peut répondre par oui ou non, hein, tout simplement. C'est est-ce qu'on peut imaginer la mise en place d'une signature électronique des rapports et des attestations CAC à travers ce logiciel? Non, pour le moment, non. Parce que D'accord. la signature électronique, vous le savez, c'est un sujet d'actualité, d'ailleurs sur lequel travaille en ce moment la commission de digitalisation. Je pense que c'est un peu prématuré. Il faut qu'on soit fixé sur cette question d'abord pour pouvoir envisager des solutions techniques. D'accord, très bien. Alors, autre question, c'est existe-t-il un module pour le dossier permanent? Puisque vous parliez de fichiers Excel, est-ce qu'on peut quand même importer des documents qui sont PDF, JPEG ou c'est principalement des documents sous format Excel? Et dans le cas où on importe des documents sous format Excel, notamment par exemple la balance générale, est-ce qu'il y a un format particulier ou enfin bref, ce type de questions. Très bien. Donc, disons sur les formats de fichiers, bon, par rapport aux imports, parce que ce qu'on importe en général, c'est les données comptables, donc c'est les balances, c'est les grands livres, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, on peut les importer tout aussi bien en format Excel, XLSX ou autre, ou en format texte. Donc, on peut importer des fichiers texte. Donc, c'est des formats standards, bien entendu, en général, c'est des balances à 6 colonnes. Donc, pour les balances, un grand livre classique, on va avoir des colonnes bien précises selon un format bien précis. Donc, il faut adapter. C'est un travail nécessaire qu'on doit faire normalement. Si on reçoit un grand livre qui est, je ne sais pas, qui sort d'un ERP et qui est très mal formaté, dans tous les cas, on doit le formater. Même pour pouvoir, rien que générer de faits maîtresses selon une formule automatique, il faut nécessairement faire un travail de formatage. De par l'expérience, c'est un passage obligé. Donc, on ne peut pas concevoir un outil qui va prendre tous les formats possibles et faire un travail, ça sera carrément recourir à l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est des formats Excel texte. On peut donner rapidement par la suite, dans le cadre d'une éventuelle séance de démonstration plus détaillée, les différents formats de fichiers Excel, pour les balances, les grands livres généraux et les balances tiers et les grands livres tiers. Pour les autres formats de fichiers, bon, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de joindre des fichiers. Par exemple, si je suis sur une donnée
qui est sur un papier de travail quelconque, que je dois corroborer par une pièce justificative. Je peux, à côté de cette donnée, si vous voulez, joindre le fichier dans lequel je vais pouvoir examiner les éléments dans le cadre d'un travail de revue. Ce sera un lien hypertexte tout simplement. Et ce fichier, il va être logé quelque part et on va pouvoir l'ouvrir à tout moment. Maintenant, pour la structuration, pour le moment, c'est un fichier Excel qui contient tout, d'accord? Et même, vous l'avez remarqué tout à l'heure, les différents questionnaires, les différents canevas qui sont servis, notamment pour les risques inhérents, les risques liés au contrôle et les risques d'anomalies significatives, les programmes de travail, etc. Tous ces éléments, on peut les exporter et on peut même les imprimer et les classer. Maintenant, pour le moment, on n'a pas encore structuré, disons, la partie du disque dur qui va recevoir ces fichiers-là. C'est simple, on peut la structurer en dossier permanent et en dossier de contrôle annuel de manière à pouvoir y mettre les documents directement. Très bien, merci. Alors, peut-être une dernière question. Alors, est-ce que l'accès à certaines informations contenues dans le dossier peuvent ne pas être accessibles à tout le monde, c'est-à-dire suivant le profil de l'intervenant? Notamment les données de la paye, par exemple, des données de la paye. Ou peut-être, enfin, c'est-à-dire lorsqu'on confie un cycle d'audit à un intervenant particulier, il n'a pas accès à l'ensemble du dossier. Et effectivement, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les travaux qu'on donne à un collaborateur, c'est des travaux qui lui sont, donc c'est personnalisé par collaborateur. Si je confie la section paie personnelle à un collaborateur, c'est ce seul collaborateur qui va pouvoir y accéder. Et bien entendu, c'est, on va dire, dans la hiérarchie, ceux qui viennent, si vous voulez, dans le niveau supérieur, à savoir celui qui lui a confié le travail, mais également les personnes qui leur ont délégué le travail. D'accord? Donc, c'est uniquement par le collaborateur qui a fait le travail et, si vous voulez, celui qui lui a confié avec les autres, donc tous ceux qui sont chargés de la supervision, etc. Écoutez, alors il y a quelques autres questions, mais il me semble que vous y avez répondu en fait à travers vos réponses. En tout cas, je tiens également à vous dire qu'il y a plusieurs confrères qui vous disent bravo et qui en fait soulignent l'effort louable que vous avez fait à travers ce logiciel. Voilà, merci. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Mariam d'abord d'avoir prêté ton temps à ce webinaire et à centraliser ces questions. Merci Serdouane pour ce travail, d'avoir répondu à nos questions. Je suppose que la commission formation, en tout cas en partenariat avec la commission digitalisation et communication, nous allons probablement veiller à ce que cet outil puisse faire l'objet, je pense, de formation peut-être avec des petits groupes, ceux qui souhaitent le prendre, parce que je pense qu'il y a une partie sur laquelle vous êtes étalé, qui nous paraît évidente, parce que c'est un peu celle du manager ou du commissaire aux comptes qui concerne la planification de la mission, la gestion des risques, etc. Ensuite, par rapport vraiment au passage de témoins aux collaborateurs pour l'audit proprement dit, le contrôle financier des comptes, je pense que là aussi, il va falloir, je pense qu'on a besoin aussi de s'habituer, je pense qu'on aura besoin probablement, on verra avec ces commissions-là, comment est-ce qu'on pourra, bien entendu, et après une décision de nos instances, voir comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner l'ordre et accompagner nos confrères dans le cadre de la mise en place de cet outil pour les confrères et consoeurs qui seront intéressés. En tout cas, moi, pour ma part, je suis très intéressé et je vous félicite pour ce travail-là. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un petit mot et on donne la parole à Stéphane pour conclure? En tout cas, pour conclure, vu que j'ai déjà vécu cette transition, compte tenu je trouve qu'il est risqué pour confrères et consoeurs de tenir des dossiers de papier dans le contexte actuel où il y a beaucoup de documents électroniques qui circulent, des documents numérisés et scannés. Quand on va chercher l'information 2 ans, 3 ans après, ça va être difficile de le faire. Donc, la solution, c'est d'avoir un logiciel d'audit, c'est-à-dire un dossier électronique d'audit, qui permet de sécuriser ça. Donc, j'encourage toutes les consoeurs et confrères de s'investir dans
ce nouveau projet qui va être très structurant pour leur avenir de leur cabinet. Merci. Merci beaucoup, Saïd Nan. Sidi Ahmed, un mot de la fin, s'il te plaît, cher ami. Merci, c'est Karim. Tu réponds à la Merci. question. Et tu réponds à notre question. Je réponds à la question, bien sûr. Merci, Karim. Merci à tout le monde. Merci, Mariam, pour ta gestion brillante donc, des questions. Je te remercie beaucoup de nous avoir donné un coup de main. Et merci à nos intervenants, c'est Edna Loukili qui nous a bien clarifié que digitaliser la mission d'audit, on n'a plus le choix, donc il faut passer au dossier électronique. Et merci à Serdouane Taifi pour tous ses efforts, que ce soit pour le développement ou bien pour, bien sûr, sa disponibilité à chaque fois qu'on a fait appel à lui pour avancer sur ce projet. Donc, je dois quelques points. C'est Taïfi, par modestie, donc il n'a pas cité qu'il a beaucoup travaillé avec la commission normalisation, donc pour le manuel d'audit, et c'est suite à sa participation avec l'équipe de la commission, c'était sur l'ancien mandat, à sa participation et son implication au niveau de la commission normalisation, qu'on a eu cette idée donc de collaborer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel, il est validé par la commission normalisation. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez, ce que Taïfi nous a expliqué, que ce soit au niveau de la démarche ou bien au niveau du traitement des données ou au niveau, bien sûr, des documents utilisés. Tout ça a été, c'est conforme à la norme d'audit avec laquelle nous travaillons. Donc de ce côté-là, toute la partie norme est respectée à 100%. Et ça, c'est très important. Pour revenir à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Serdouane Taifi, donc on est en cours donc, de signature d'une convention pour la mise à disposition aux confrères du logiciel d'audit que vous avez vu, d'où donc l'idée d'organiser ce webinaire pour qu'on informe les confrères sur ce produit. Et très prochainement, donc on va concrétiser. Donc, bien sûr, on doit respecter un petit des procédures internes donc, pour qu'on puisse tout finaliser. Et par conséquent, donc, on va bien sûr informer tous les confrères sur les conditions que nous avons convenues avec notre confrère CEPI pour la mise à disposition donc, de son logiciel et bien sûr aux confrères. Et les choses, comment ils vont se dérouler, donc c'est que le conseil donc, national, c'est lui qui va signer donc, la convention avec ces Taïfi. Et juste, donc, nous prendrons la main commission digitalisation et commission formation donc, pour communiquer aux confrères c'est-à-dire les différents points de l'accord et voir quelles sont les personnes qui sont intéressées par le logiciel. Et il y a des informations donc, qui vont être organisées par la commission formation sur le logiciel. Ils vont être assurés par Taïfi et ses équipes. Et bien sûr, on va, toutes les personnes qui seront intéressées, donc, ils recevront donc, le logiciel, bien sûr, en respectant les conditions, comme je l'ai bien précisé, qu'on va valider avec le conseil et qu'on va, bien sûr, avoir prêt de cette AFI. Donc, ça va être très prochain, lorsque je dis très prochainement, donc dans quelques jours. Donc, on va lancer la première formation, donc, parce qu'on a moi-même et Seke, donc on a préféré qu'on fasse ça par groupe, donc pour qu'il y ait une cadence donc assez régulière, donc de formation et d'installation du logiciel.
Et, donc, on va démarrer très, très bientôt. Et bien sûr, ça va continuer un petit peu dans le temps jusqu'à ce que tous les confrères ou les confrères, bien sûr, qui sont intéressés auront donc la possibilité d'utiliser ce logiciel. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Et par la même occasion, donc je remercie Karim pour son implication dans ce projet-là et qu'il a aussi pris comme priorité donc, au niveau de sa commission pour toute la partie formation. Et je remercie également tous les membres de la commission digitalisation qui nous ont aidés donc, pour qu'on y arrive donc, à ce résultat. Et bien sûr, on ne peut pas remercier assez notre ami Redouane Taifi pour tout ce qu'il a fait parce que, comme vous l'avez vu, c'est un travail très, très, très lourd. Donc, on imagine un petit peu le temps qu'il a consacré pour le développement et pour peaufiner tout le process et tous les outils. Et je pense que sa meilleure récompense, c'est que les confrères, ils vont vraiment en profiter et il va continuer, bien sûr, à l'améliorer. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Donc, merci à tout le monde. Je ferai quand même un petit tour. Merci Ramli, Myriam, merci Redouane Taifi, c'est Nan, c'est Karim, merci beaucoup. Et Inch'Allah au prochain webinaire. Et un communiqué sera Inch'Allah fait de la part de notre président, donc c'est Amin Baqili par rapport donc, à cette convention. Un deuxième communiqué suivra, donc c'est Karim qui va prendre la main pour tout ce qui est formation. Je vous remercie et bon courage à tout le monde et à très très bientôt.